Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde sur la scénarisation de jeux vidéo. Mon nom est Dominique Arsenault, j'enseigne la scénarisation de jeux vidéo au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques, section cinéma et jeux vidéo de l'Université de Montréal. On est accompagné d'une belle collection d'invités qui vont pouvoir nous parler du sujet. Dans un premier temps, je vais vous les présenter. On va regarder aussi des vidéos de chacun des jeux sur lesquels ils sont en train ou ils ont déjà contribué. Et je vais faire une petite introduction du sujet avant de leur céder la parole puis d'aborder plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire scénariser un jeu vidéo? De quoi ça a l'air un scénario de jeu vidéo? Est-ce qu'on peut parler de scénario à travers toute la diversité des formes du jeu vidéo contemporain? Donc, on est accompagné de Maxime Monaste, scriptwriter. Oh, excusez-moi. Voilà, il faut que je me tourne le dos, c'est un petit peu compliqué. Scriptwriter, level designer chez Thunder Lotus Games, très connu pour Spiritfarer notamment. Olivier Lucier, le cofondateur et directeur créatif chez Lowbird Games, très connu pour This Bed We Made, qui vient de sortir avec une belle réception. Mike Ducarme, le Get Shit Done Guy, comme il s'appelle, c'est ça son titre, chez Berserk Studio, qui sont connus récemment pour avoir fait Infernax, mais qui font des jeux depuis longtemps. Et Marie Fallon, qui fait son doctorat à l'Université de Montréal sur le jeu vidéo, qui travaille sur la scénarisation de jeux vidéo, en dehors d'un contexte industriel, et sur l'adaptation, qui est en train de travailler sur un projet de création de scénario de jeux vidéo, Sorgin, dont tu auras l'occasion de nous reparler. Donc, on va commencer avec une petite vidéo pour illustrer chacun de ces projets-là, pour que vous ayez en tête un peu de quel genre de jeu est-ce qu'on parle. On va cliquer dessus pour que ça parte. Le Spiritfarer en premier. On va poursuivre avec une vidéo de This Bed We Made. Mr. Spade? Sophie? What's going on? I can't believe I'm about to say this, but sometimes when I clean the rooms, I get a little curious and snoop through our guest stuff. Sneaky. And Mr. Spade caught you in the act, I suppose? Yes. I could keep an eye out and call you if I see our mysterious photographer return. Are you telling me I should snoop around? Well, it's nothing you haven't done before, is it? Curiosity killed the cat. Oh, Andrew, hi. I was... Spying on our manager? I can't remember the last time work was this interesting. Yeah, that's definitely one way to put it. What the hell? Sophie Roy, I'm Detective Maurice Tremblay. I need you to tell me everything that happened. Maybe don't mention that to the police. Did you touch anything? No, nothing. What a week. Yeah. I'm sorry, Miss Roy, but I just don't believe you. I could not have done this without you. Yeah, probably not. Et
on va terminer avec un autre genre d'énergie, avec Infernax. Et pour notre dernier projet, porté par Marie Fallon pendant son doctorat, c'est un jeu qui n'existe pas encore, puisqu'elle est née à l'écriture du scénario. Et c'est un peu l'idée, donc, de réunir ces 4 personnes qui ont fait des projets très différents, qui est productif pour envisager la question du scénario en jeu vidéo. Puis qu'est-ce que ça veut dire, un scénario en jeu vidéo? Il y en a peut-être qui connaissent David Cage et ses jeux chez Quantic Dream, qui est très connu pour avoir fait Heavy Rain, notamment, qui avait un scénario de plus de 2000 pages. Et il a aussi fait Beyond Two Souls, qui avait aussi un scénario de 2000 pages. Et il a aussi fait Detroit Become Human, qui avait aussi un scénario de 2000 pages. Donc le chiffre de 2000 pages revient vraiment souvent, parce que c'est pas mal un argument de marketing en réalité. Et c'est intéressant de noter, à un moment donné, les journalistes ont fini par s'en rendre compte. Coudon, on se fait vendre un peu l'idée du mythe du jeu qui a un scénario de 2000 pages, mais c'est de quoi ça a l'air, ces pages-là? Ben finalement, le truc promotionnel envoyé justement par l'éditeur du jeu pour montrer que, hey, il y a 2000 pages de scénario, ben ça donne que toutes les pages sont vides en réalité. Donc, il n'y a rien. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire 2000 pages, mais ça frappe l'imaginaire. Oh, quelle narration incroyable, quelle richesse narrative incroyable, beaucoup plus riche qu'un long métrage de cinéma. Donc, c'est cette espèce de poudre aux yeux-là, parfois, qu'on utilise pour parler du scénario de jeu vidéo, qui masque en réalité les vraies pages, bien remplies, que nous a remis Olivier Lucier pour This Bed We Made, qu'on a dans l'exposition co-localisée, pour les gens qui sont ici en présence. Donc, on a exposé quelques-uns de ces documents de scénarisation-là, mais ça nous permet d'aborder la question, qu'est-ce que ça veut dire, puis quelle forme ça prend, finalement, le scénario en jeu vidéo? C'est pas un terme qui est super répandu dans l'industrie. Beaucoup d'entreprises travaillent en anglais, vont parler de script. Dans beaucoup de studios, il n'y aura pas vraiment de script. Mike, je pense pas que vous avez un script ou... Rarement. Donc, dans les jeux plus ou moins narratifs, où le récit est un prétexte pour l'action, pour le déploiement du gameplay, de la jouabilité, ben, on a-tu un scénario? Pas tellement. Olivier, on a vu dans ce que tu as présenté dans l'exposition, notamment, qu'il y a toute forme de document. Donc, ça nous permet un peu d'aborder la question des canaux narratifs qui sont disponibles pour le jeu vidéo. Au cinéma, ben, quand on écrit un scénario, on écrit des descriptions, on écrit des dialogues, puis c'est pas mal ça, les intitulés de scène, évidemment. Mais bon, on reste un peu dans un registre assez restreint. En jeu vidéo, il y a toutes sortes de documents qu'on trouve dans l'environnement. Donc, ma première question, puis le premier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est un peu quel genre de documents est-ce qu'on produit? Quand on fait un jeu très, très narratif, comme This Bed We Made, c'est peut-être l'endroit où tu as le plus de formes de documents. Tu peux peut-être nous en parler un peu? Oui, ben, je pense que l'exposition le montre. Là. On a donc le scénario plus classique, qui est en fait une des choses qu'on a fait assez tard dans le processus, puis exclusivement pour la direction d'acteurs. Parce qu'à la base, ce que ça ressemble plus, par exemple, pour les dialogues, c'est ce que vous voyez en ce moment. Donc, nous, on le faisait en 2 étapes. On avait, parce qu'on a écrit le jeu principalement durant la pandémie, on n'avait pas le luxe d'avoir une writer's room en personne. Donc, notre writer's room, c'était sur Miro, qui nous permet d'avoir un tableau blanc virtuel. Puis donc, la première image qu'on voit avec toutes les couleurs, c'est les espèces de... Ça ressemble à ça, les schémas qu'on faisait initialement. Donc, avec notre writer Fatima, à l'époque, on faisait des espèces de brainstorm pour essayer de figure out la structure à la fois du jeu au complet et de chaque dialogue individuellement. Et ensuite, on écrivait les dialogues en soi dans Twine, qui est un outil là, qui permet de faire des dialogues en branchement, puis ensuite de les tester. Puis la particularité qu'on avait là, sur This Bed We Made, c'est que très tôt dans le jeu, tu peux choisir entre 2 acolytes. On les appelait un peu le Watson au Sherlock, qui est notre personnage principal de Sophie.
Puis, une fois que tu choisis ton acolyte, tout le reste du jeu, ton acolyte est là pour t'aider dans l'enquête. Et ça veut donc dire que presque tous les dialogues du jeu étaient dédoublés. Mais comme vous avez pu le voir aussi dans le trailer, le jeu a du voice acting. De bout à l'autre, on avait plus de 3000 lignes de dialogue voice acté dans le jeu. Et c'est très dispendieux. Chaque heure en studio coûte plusieurs centaines de dollars. Donc, la partie structure là, dans Miro était très importante parce que ce qu'on essayait de faire pour économiser un peu des coûts, c'est on faisait la structure d'un dialogue avec un personnage. Donc, on a 2 acolytes, Andrew et Beth. Donc, on pouvait commencer par faire la structure du dialogue avec Beth. Et après ça, quand on écrivait la version pour Andrew, on essayait de réutiliser la même structure à peu près pour pouvoir réutiliser les répliques de réponse de notre personnage principal, Sophie. Donc, par exemple, Andrew pouvait dire tu devrais aller vérifier dans le coffre-fort. Beth disait va vérifier sous le lit ou whatever. Mais Sophie pouvait avoir la même réponse dans les 2 cas de d'accord, je vais aller vérifier. Donc, ça nous a permis, ça peut avoir l'air niaiseux, mais ça nous a permis en bout du compte de sauver plusieurs milliers de dollars. Donc, la partie structure était vraiment importante à ce niveau-là. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que l'image qu'on a, la plupart des gens qui pensent à c'est quoi un scénario de jeu vidéo, ce qu'on a en tête, c'est l'arborescence. C'est le modèle qui a des branches, puis là, tu as des possibilités, tu fais des choix, puis il se passe X ou Y. Mais on voit très rapidement, en fait, n'importe qui se met à écrire un scénario de jeu vidéo, même une scène de jeu vidéo, on voit très rapidement les limites du modèle en arborescence. Parce que, bon, la décision que tu prends de choisir ton sidekick au début, on ne va pas dédoubler tous les embranchements narratifs en 2 branches. Fait qu'à un moment donné, c'est plus suffisant de dire on fait des branches puis des cases, puis on regarde un truc disposé spatialement. Puis on le voit même dans un outil comme Twine qui permet d'automatiser ça, puis tu vois ta structure visuellement, mais tout ce qui est des variables qu'on stocke dans la mémoire de l'ordinateur qui vont permettre plus tard d'avoir un impact, pas immédiat pour choisir une autre branche, tout ça se traduit très mal spatialement. Donc j'aimerais ça qu'on aborde un peu la question des formats de documents aussi, parce que, bon, tu nous avais envoyé ce document-là aussi pour This Bed We Made, que tu avais appelé dans un courriel le script. Fait que là, je me disais, le script, OK. C'est peut-être un mot interchangeable, là, je sais pas. Ouais, je l'ai appelé aussi, je pense, à un autre point, scène à scène, là, mais c'est un peu le déroulement du jeu de A à Z, là, avec... il n'y a pas les dialogues là-dedans, là, c'est vraiment plus Sophie ou le joueur fait ci, fait ça, il y a ça qui se passe. Donc, ça donne une idée de c'est quoi les gros beats du jeu, mais c'est ça, il n'y a pas de dialogue là-dedans. C'est sous la forme d'un wiki, donc on peut cliquer les termes qui renvoient à l'autre article qui détaille la cleaning tutorial ou Sophie ou Maurice. Ouais, c'est ça, on l'a fait sur Notion, donc tous les hyperliens là-dedans réfèrent à des bases de données de personnages, par exemple, ou peu importe. Là. Puis, on voyait aussi pour Spiritfarer pas un autre système, en fait, la même logique, si on veut, d'un workflow, on pourrait dire, ou d'un schéma de progression pour les quêtes des personnages. Puis dans Spiritfarer, je pense que votre structure est davantage axée sur les personnages. Donc, si on fait la rencontre d'un personnage, on l'aide à progresser dans les étapes de on pourrait dire son scénario, son histoire, son développement, jusqu'à l'amener au point ultime de cette chaîne de quêtes-là ou d'événements narratifs qu'on a scénarisés. Oui. Oui, puis ça, la prémisse de base de Spiritfarer, c'est que c'était là une passeuse d'âme qui amène des esprits, des gens qu'elle connaissait dans sa vie ultérieure dans le fond, à leur mort, là, à l'au-delà. Donc, puis à la base, c'est un jeu de management, un jeu de gestion. Donc, le but, c'était que le narratif nourrisse la gestion. Un jeu de gestion normal, qui a moins de narratif, ferait comme tu as besoin de, je sais pas, 5 roches, 10 bio de bois, puis là, tu construis une maison avec ça. Mais nous, c'est important que les esprits te demandent ces requêtes-là, et puis que tu sentes que l'action que tu poses dans le jeu, comme le côté plus interactif du jeu vidéo, soit nourrisse, dans le fond, le développement du personnage, puis qu'à la fin, quand tu l'amènes à l'au-delà, tu as vécu, tu as connu ce personnage-là, donc la fin, ultimement, doit être comme déchirante. T'sais. Puis là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, c'est en fond, c'est juste le quest graph, là, dans le fond, le déroulement de sa progression. Donc, ça peut être chaque node arrête la progression du jeu en disant j'aimerais ça que tu me construises ma maison. Donc, tu as souvent comme une introduction à ça. Puis après ça, en faisant la requête, ça continue. Mais chaque bloc a une mini-histoire, dans le fond. C'est très modulaire. Puis c'est un peu l'approche chez Thunder Lotus, dans le fond, c'est créer des histoires qui sont modulaires. Comme ça, si jamais
parce qu'on sait que le développement de jeux vidéo est comme très rocambolesque, là. Il peut arriver n'importe quoi, quelqu'un peut changer d'idée, puis on décide, si on a un scénario qui est très, comment dire, comme carré, puis qu'il n'y a pas de déviation, pour nous, en production de jeux vidéo, ça devient quand même difficile à recadrer ces trucs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette approche-là chez Thunder Lotus. Puis, qu'est-ce que Olivier mentionnait, c'est le branching, c'est à la fois pour avoir du light branching. Dans le fond, c'est à la fois pour sauver des coûts, parce que, comme il disait, ça coûtait extrêmement cher. Puis aussi, c'est une manière de raconter on veut raconter une histoire, mais qui n'a pas tant de déviation. Il y a des jeux qui font le contraire. Là. Si on parle Builder Myth ou Baldur's Gate 3, où est-ce que tu sens vraiment que tu as... Ou même moins de Witcher, parce que tu t'incarnes un personnage très spécifique, mais dans les autres exemples avant, les gens sentent qu'ils ont une appartenance à l'histoire. Ils ont créé l'histoire, c'est comme la fantaisie ultime de jouer à D&D, mais sur ton ordinateur. Donc, ouais, c'est ça. Pour nous, c'était vraiment important de le faire modulaire et puis d'avoir des blocs qu'on pourrait changer, mais en gardant la structure et puis l'intention narrative du pacing de l'histoire. Puis, ce qui me frappait aussi sur ce document-là, c'est que c'est déjà implémenté, en fait, dans l'outil du jeu, ou en tout cas dans un outil dans lequel duquel le jeu va aller puiser les éléments puis tout ça, mais il y a déjà quand même pas mal de paramètres et tout. Donc, j'imagine qu'on déclenche, là, je me souviens pas, j'avais regardé un plus en détail, puis là, c'est petit, mais on spécifie quel genre d'animation on place pour le personnage, quand il dit la réplique, et ainsi de suite. Là. Donc, il y a quand même du travail, non seulement de scénarisation, qui serait complètement séparé de la réalisation, mais déjà à l'étape de l'écriture puis de l'implémentation de l'écriture, on fait déjà des choix qui sont des choix d'ordre de réalisation, on va dire. Oui, absolument. On a beaucoup d'animations pour notamment Stella et les esprits qu'on rencontre. Puis notre manière d'écrire, c'est vraiment comme complètement dans l'engin, dans le moteur. Nous, on utilise Unity chez Thunder Lotus. Donc, c'est très rare que je vais écrire du dialogue sur Final Draft ou sur juste un Google Doc, là, sauf pour me corriger. Mais la meilleure façon de savoir si l'intention ou la structure narrative fonctionne, c'est vraiment de le jouer. Donc, Olivier mentionnait Twine, super bon outil pour voir si ton histoire se tient, puis si c'est pas nécessairement le fun, parce que c'est pas vraiment un terme, c'est intéressant. C'est plus, on n'est plus en 2000, là, le mot fun a plus vraiment sa place, mais que c'est intéressant, puis c'est engageant, puis les gens comprennent l'histoire que tu veux raconter. Donc, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Twine, c'est un outil dans lequel on écrit, puis ça génère essentiellement une page web, où est-ce qu'on peut cliquer les mots puis suivre, dans le fond. Donc, on peut voir si on emprunte telle branche, qu'est-ce qui arrive plus tard. Il n'y a pas vraiment de système graphique, là. On peut rentrer des images, mais c'est compliqué, puis personne ne le fait pour vrai. Mais ça permet au moins de voir les embranchements narratifs, puis voir les conséquences des choix. Parlant de conséquences des choix, vous voyez qu'on fait des liens. Je pense à Infernax, parce que c'est un jeu qui est plus narratif que ce que vous faisiez avant chez Berserk Studio. Parce que votre studio faisait surtout des jeux, on va dire Flash, mais c'est un peu réducteur de dire jeu Flash, puis les gens pensent que c'est cheap, mais c'est pas ça. T'sais. Donc, vous faisiez des jeux à une époque où Flash était une plateforme intéressante, puis vous faisiez plusieurs petits jeux, puis souvent inspirés de modèles de jeux qui existaient déjà. Puis je pense que ça a été la description que vous avez utilisée pour la commercialisation d'Infernax. C'est-à-dire, c'est comme la version réussie de Castlevania 2, puis il y avait peut-être un autre morceau, là, je sais pas trop. On dit que c'était une version inspirée de Zelda 2 et de Castlevania 2. On veut pas dire que c'était meilleur, mais il y avait moins de bullshit moment un peu. Puis, la chose qui frappait peut-être dans Infernax, c'est qu'il y a des embranchements narratifs au sens où on prend des décisions. Puis ces décisions-là, dans beaucoup de jeux, on fait l'option d'être bon ou l'option d'être méchant. Dans beaucoup de jeux comme ceux de BioWare, on signale à l'écran c'est bleu ou c'est rouge. Tu choisis si tu fais le bien ou le mal. Dans Infernax, parfois on prend des actions que c'est clair, mais souvent on prend des actions que c'est pas clair du tout. Donc je me demandais, c'est quoi la valeur ajoutée dans le fond, puis comment vous avez pensé à ça pour faire le suivi? Parce qu'essentiellement, quand on fait une action mauvaise, on gagne des points de mauvais, mais c'est pas indiqué nulle part dans le jeu. Puis si on a tant de points à tel endroit, ben là, il y a telle chose qui se passe. Donc vous, pour faire le suivi de ça, quel outil vous avez utilisé? Ça peut être une napkin, ça peut être... Ouais, c'est essentiellement des napkins. Là. Tout ce qu'on fait, c'est dans le code. Là. Mais c'est qu'au départ, le jeu, il n'y avait aucune narration. Ben, il y avait une narration autant qu'un jeu de Nin avait la narration. Tu avais l'équivalent du booklet qui disait ça, c'est l'histoire, là, le jeu. Puis ça a tout le temps été ça chez Berserk au départ. On faisait des petits jeux avec une histoire qui était un contexte au gameplay. Et là, quand on a décidé de mettre les choix narratifs qui étaient sur un coup de tête, qui était pratiquement une joke,
On a décidé de le faire parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Puis quand on a fait tout ça, c'est tout dans le code. Fait que t'as pas de meter parce qu'un jeu de NES, t'avais pas un meter. T'avais juste, c'était cryptique, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop, ben je m'avance, puis éventuellement, j'arrive dans un jeu qui est mal traduit du japonais, puis il me demande de frapper dans un mur, mais il n'y a pas de mur. Là, finalement, c'est dans l'arbre qu'il fallait que je frappe. Fait qu'on vraiment que ça soit cryptique, mais que le monde se parle sur Internet. On voulait que ça soit organique avec les joueurs se parlent sur des wikis, se parlent sur des forums Steam, pour savoir c'est quoi les solutions, sans qu'on lui tienne la main et qu'il le fasse. Là. Fait que donc, vraiment un coup de tête. Mais un coup de tête pendant qu'on commence à faire le jeu, puis qu'on voit les choses se mettre en place, puis à un moment donné, il y a de l'ébullition, puis là, les gens se disent « Hey, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? » Oui, mais pas pendant, plus à la fin. Plus à la le dernier sprint. Ça, on aime ça, hein? Quand il y a des surprises comme ça qui débarquent de nulle part puis qu'il faut rescoper plein d'affaires. J'adore. On lit de l'ironie pour les gens qui sont à distance puis la caméra capte peut-être pas très bien, là. Je le mentionne. Donc, on voit que le récit, il arrive à différents moments du projet. T'sais, dans la vie du projet, il y a des embranchements qui apparaissent soudainement, puis parfois, c'est pendant qu'on se met à l'écriture. Je projette à l'écran une cinématique, finalement, parce que Marie, tu avais travaillé avec une équipe pour un Game Jam. Donc, pour ceux qui connaissent moins le milieu du jeu vidéo, Game Jam, c'est on s'enferme dans une salle pendant 48 heures, puis on improvise un jeu en petite équipe, puis hop, on a quelque chose qui sort au bout. La contrainte du temps fait qu'on a quelque chose qui sort. Puis donc, tu avais participé à un projet, puis ce projet-là, il est décrit en termes assez globaux. Là, voici comment ça se joue, voici les enjeux. Mais tu avais aussi scénarisé une cinématique d'introduction sous la forme d'un scénario traditionnel. Oui, il faut dire que c'était quand même une expérience un petit peu frustrante parce que tout le travail que j'avais fait, c'était un peu un enrobage narratif. Tout n'a pas fini dans le jeu final. En 48 heures, c'était impossible. Peut-être que de ce que j'ai écrit, il y a 3 petites phrases qui ont servi contextuellement pour expliquer que le petit capitaine Mal-de-l'air devait porter un courrier, puis il y avait des petites lettres qui apparaissaient à l'écran chaque fois que des bombes venaient faire exploser son vaisseau. Donc il perdait du courrier, en fait, c'était un peu le concept. Mais voilà, honnêtement, ça n'a pas été mon expérience la plus incroyable pour l'insertion du narratif dans le jeu, parce qu'en 48 heures, on n'avait simplement pas le temps. Donc, Exactement, tu sais, puis les game jams qui sont un contexte très intense, souvent, les personnes qui se placent pas dans un game jam, c'est les personnes qui veulent écrire puis faire des contenus narratifs parce que juste faire bouger des trucs puis que ça marche, c'est déjà suffisant. Puis cette attitude-là a été pratiquée longtemps dans l'industrie du jeu. Je pense qu'elle est plus rare maintenant, mais peut-être qu'il y a encore des gens dans les plus petits studios qui disent « Mais l'histoire, là, c'est le fun, mais on y croit pas tellement. C'est pas si important, c'est pas le cœur de mon projet. » Puis, une des choses que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que, tu sais, il faut respecter cette attitude-là parce que le jeu vidéo, c'est multifacette, puis il y a de la place pour toutes sortes de jeux dans lesquels c'est plus ou moins important. Donc, est-ce que vous avez été... j'irais peut-être avec toi, Mike, pour commencer. J'ai sorti des illustrations que vous aviez d'un de vos jeux, donc 2009, qui est un jeu dans lequel il y a un prétexte narratif, puis tu m'as envoyé les documents dans lesquels le scénario se trouve. Document, scénario, donc roulement de tambour pour le suspense. Ça a l'air de ça. Donc votre scénario, il est quelque part là-dedans, directement dans le code, c'est-à-dire que c'est juste les boîtes de texte dans le fond qui apparaissent. C'est un fichier .as qui a à peu près 7 pages. Ça inclut le UI, ça inclut la traduction en français, puis ça inclut beaucoup de code. Tu m'avais envoyé ça en disant, ça c'est toute l'histoire. C'est quelques boîtes de texte bien placées à travers l'expérience qui font qu'on a raconté quelque chose, mais le cœur du projet, évidemment, c'est pas d'arriver à ça. T'sais. Ça, c'est au départ, c'est vraiment qu'il fallait que ça ressemble à... Ça aussi, il fallait que ça ressemble à un jeu de NES, fait que l'histoire était accessoire. T'arrivais, t'avais une petite mise en scène qui souvent était faite sur le fly 3 jours avant qu'on sorte le jeu. J'avais 4 boîtes d'images qui me disaient, ben, faudrait que tu mettes une histoire là-dessus. Là. Okay. Est-ce qu'il y a des moments, Olivier, quand on fait un jeu hyper narratif dans lequel le récit est indissociable de l'expérience, est-ce qu'il y a des moments où on se dit « Ouais, mais là, ça va trop dans l'histoire, c'est trop linéaire, c'est trop... On fait pas assez de snooping around. » On est une femme de chambre, on devrait... Oui, ben en fait, nous, c'est l'inverse un peu. Je pense que, mettons, sur This Battle Made, on avait l'histoire très tôt dans le processus, puis en fait, il y a des moments de gameplay supplémentaires qu'on a rajoutés plus tard dans le processus. Par exemple, pour l'intrigue principale, il y a 3 chambres d'invités. Parce que, bon, je pense pas que j'avais spécifié, mais c'est probablement assez clair dans le trailer, mais tu joues une femme de chambre qui essaie de résoudre un mystère en fuyant dans les chambres d'hôtel de ses clients. Et donc, il y avait les 3 chambres principales qui servaient à résoudre le mystère. Puis, en fait, c'est des publishers qui nous ont dit « Hey, c'est le fun de faire le ménage
pourquoi vous rajoutez pas plus de chambres? Pas nécessairement besoin d'histoire juste pour faire le ménage. Et puis bon, parce qu'on aime vraiment ça, l'histoire, on a quand même mis un petit peu d'histoire dans ces chambres-là. Là. Il y a quelques petits objets que tu peux trouver qui racontent un peu l'histoire des occupants de la chambre. Ce sont des histoires parallèles qui ne vont pas nécessairement nourrir la trame narrative principale, mais c'est le plaisir de découvrir cet univers-là. Oui, mais tu sais, sur 4 ans et demi de développement, là, This Bed We Made a pris presque 5 ans à faire. Ça a été rajouté, je crois, dans la dernière année de développement, ces chambres-là. Donc, c'est un peu l'inverse, en fait. Comme on a rajouté un peu plus de séquences de gameplay vers la fin du projet. Oui, puis ça me fait penser à Maxime. Pendant le développement de Spiritfarer, est-ce qu'il y a eu comme 2 branches, deux sections, 2 équipes, ou est-ce qu'on travaille sur les personnages, sur leur storyline et tout ça, puis d'autres personnes qui travaillaient davantage vraiment divisées sur les mécaniques, c'est-à-dire on fait de la pêche, on attrape des éclairs dans des bouteilles, il y a toutes sortes on visite l'île, on mine des roches, il y a toutes sortes de systèmes de jouabilité qui ont des ponts vers la progression narrative des personnages, mais qui ne sont pas nécessairement indissociables parfois. Ou est-ce que ça a été plutôt organique, puis tout le monde était toujours un peu conscient puis en train de réfléchir à l'histoire qu'on raconte au fur et à mesure qu'on implémente des mécaniques? Oui, c'est une bonne question. Moi, entre autres, j'ai un double rôle. C'est ça, je suis concepteur de niveau et puis scénariste chez Thunder Lotus. Donc, c'est moi qui dois intégrer la majeure partie de tout dans le jeu. Donc, c'est indissociable. Donc, exemple, travailler sur un minigame de comme frapper des roches, c'est juste une partie de ma job, comme écrire du dialogue, penser à du narrative design. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout. Donc, la manière de s'en sortir, c'est de diviser ses journées, puis y aller au fur et à mesure que on a une nouvelle mécanique, comment ça s'imbrique dans l'histoire, comment on peut rendre ça intéressant, puis que le joueur veuille vraiment continuer à les faire. Puis ça passe, comme je disais, beaucoup par le management, la gestion de ton bateau. Puis là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, c'est une manière quand même intéressante d'approcher le développement du jeu. Notre jeu dure environ 35 heures. Puis, pour avoir du contenu pour 35 heures, il faut que tu rendes le jeu un peu plus systémique. Donc, exemple, dans l'arborescence, ce qu'on voit, c'est juste des fichiers, là, mais il y a du dialogue pour chaque esprit à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois qu'il fait froid, à chaque fois que un esprit est fâché, un esprit est content, et en toutes les conversations qu'on a pour les quêtes. Mais l'idée, c'était de rendre le truc le plus vivant possible, qu'on sente parce que la majorité du temps, le joueur passe sur le bateau avec ses esprits. Mais si on n'avait pas ce sentiment d'appartenance, puis ce lien avec les esprits, puis sentir qu'ils sont réactifs à l'environnement, à ce que je fais, ça comme passait pas. Donc, ouais. Donc, rendre l'univers vivant encore un défi qu'on trouve dans à peu près tous les projets, parce qu'on est toujours en train, pas toujours, mais dans beaucoup de jeux, on est en train d'explorer des univers, puis cet univers-là, c'est pas juste des espaces, puis des arbres, puis des roches. On veut offrir plus que ça, puis on veut donner l'impression qu'on n'est pas juste entre l'arbre et la roche, mais qu'on est dans le royaume de machin, puis il y a une histoire derrière ces roches-là, même pour aller dans du géologique parfois. Il y a d'autres documents que vous pourrez voir dans l'exposition, d'ailleurs, pour les consulter plus librement, concernant les dialogues. Ça me rappelait un des éléments que tu nous as présenté, Marie, dans ton portfolio en construction, dans le fond. Tu avais utilisé le moteur développé par Ubisoft pour leur jeu Assassin's Creed Odyssey, qui se passe dans la Grèce antique, qui ont développé tout un système où vous pouvez aller en ligne puis générer des quêtes qui vont être des player-created quests. Puis on voit le même genre de disposition, là, flowchart, où est-ce qu'on prévoit les étapes et tout ça. Est-ce que utiliser ce moteur-là ou cet outil-là, qui a déjà des assets, qui a déjà des personnages, qu'on peut déjà choisir les animations pour nos personnages quand ils font les discussions, tout ça, ça t'a permis de vraiment mettre de côté le flou dans lequel on se trouve quand on écrit un scénario de jeu vidéo, mais qu'on n'est pas dans une équipe de production avec des gens qui font déjà des images autour de nous. On n'a comme rien. Bien, comment on fait pour imaginer des choses? C'est bien difficile. T'sais, on peut les mettre dans Twine, mais c'est juste du texte. Donc, est-ce que tu as trouvé que l'outil comme tel t'a donné un apport puis te permettait d'avoir une prise sur comment on écrit un dialogue puis les variations puis tout ça? Oui, tout à fait. D'abord parce qu'en écrivant les quêtes, je pouvais les voir à l'écran, voir les personnages bouger, je pouvais tester vraiment ma quête. Au-delà de... Twine, c'est aussi un outil intéressant dans lequel on peut voir l'embranchement, comment ça fonctionne avec les dialogues.
si ça marche. Mais là, de voir en 3 dimensions les personnages évoluer, bon, la seule chose, c'est qu'on ne voit pas leurs lèvres bouger quand il y a des dialogues et tout ça, mais d'être oui, c'était vraiment incroyable d'utiliser comme des outils de l'engin qui sont déjà à disposition et d'aller implémenter mon texte, puis oui, voilà, d'après d'aller jouer dans le jeu pour voir si les quêtes fonctionnaient. C'était un bon test pour moi. C'est un des outils que j'ai utilisé. J'ai aussi utilisé Twine, j'ai aussi travaillé avec des hyperliens dans un fichier PDF, mais finalement l'outil qui me convient le mieux c'est Artici. J'utilise une ancienne version, Artici 3. Je sais que dans les nouvelles formules, il y a la possibilité d'intégrer son scénario directement dans l'engin de jeu, mais disons que moi je fais quelque chose de... Comment dire, c'est très intimidant d'arriver à prêter 3 invités de marque qui ont créé des vrais jeux, parce que moi je travaille, je fais un prototype de RPG qui sert dans ma démonstration au doctorat de recherche-création, qui cherche à montrer comment on fait l'adaptation d'un texte. Donc Artici, c'est ce qui me sert finalement de base de données pour stocker tous les personnages, tous les lieux que je vais puiser dans le livre que j'adapte. Et finalement, le livre que j'adapte, je l'ai choisi parce qu'il déploie un cosmos qui est extrêmement riche. Si je peux présenter un petit peu plus ce que je fais. Je pense que c'est ma prochaine image, oui. Ou l'autre image d'après. J'ai peut-être pas scrollé dans le bon sens. Ah, attendez un peu. Calendrier. Ah, mon Dieu. Je vais juste vous illustrer de quoi ressemblait le jeu dont on parlait tantôt. Justement, Heroes Arms. Là. Vous voyez qu'il y a un petit peu de texte quand on interagit avec des objets de l'environnement. On a aussi plusieurs documents, puis ça me permet peut-être de faire une synthèse un peu de cette première partie-là de la table ronde, à savoir que on peut difficilement écrire un scénario de jeu vidéo en dehors de tout outil qui nous permet d'en prévisualiser. Je fais un lien avec la table ronde d'hier, qui nous permet de prévisualiser un peu de quoi ça va avoir l'air, de placer ça sur des personnages même temporaires, de pouvoir cliquer à travers, puis voir les conséquences dérouler, même si c'est juste du texte. Puis je pense que c'est une des particularités du métier, que beaucoup de gens qui arrivent, par exemple, de la scénarisation cinématographique, qui veulent rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, ils doivent se mettre les mains dans le cambouis puis gérer des outils pas super friendly, disons ça comme ça. Côtoyer du code, rentrer le dialogue dans un format abscon, utiliser Excel, notre outil préféré à tous les scénaristes de jeux vidéo, parce qu'on peut mettre toutes les répliques avec des colonnes puis tout ça. Scénariser dans Excel, c'est quand même pas si évident. Puis, il y a aussi la question des documents qu'on trouve dans le jeu. On en trouve plusieurs dans This Bed We Made. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels on trouve des documents dans l'environnement, qui est un autre vecteur narratif, où est-ce qu'on peut véhiculer de l'information. Puis là, je suis en train de chercher... Ah, voilà. Donc, puis il y a aussi tout un ensemble de documents internes qu'on fait pendant le développement, mais que ça n'arrivera pas dans le jeu, puis que ça nourrira pas le jeu nécessairement. Puis toi, tu en fais vraiment ta spécialité, Marie, dans ton projet. Donc, tu peux peut-être nous en parler, toute la recherche documentaire derrière, puis c'est quoi ton travail, dans le fond? Oui. Alors, en fait, j'adapte un texte du XVIIe siècle, qui est le récit d'un inquisiteur qui a mené une chasse aux sorcières en France, dans une région qui est à cheval entre l'Espagne et la France. Ça s'appelle le Pays Basque. Et en fait, pendant 4 mois, il a jugé des sorcières en se promenant avec sa commission dans différents villages. Et les chiffres disent qu'il a fait une 50aine de victimes, ce qui était quand même beaucoup pour l'époque. C'était comme le pic de la répression à ce moment-là. Donc, il raconte dans son livre qui s'appelle Le tableau de l'inconstance, il fait le récit de cette chasse aux sorcières et il donne un formidable aperçu, un petit peu biaisé par son regard de juge, mais de ce qu'était la vie de cette province à cette époque. Et donc, c'est tout un cosmos que j'ai eu envie de transformer en jeu vidéo parce que c'est extrêmement riche. Alors, dans mon jeu vidéo, évidemment, j'ai pas eu envie qu'on incarne un inquisiteur, j'avais envie d'être du côté des sorcières et de leur donner une voix. Donc voilà, j'ai... Je sais pas si j'en dis trop. Et t'avais des modèles de jeu en tête. Puis je reviens à l'idée de modèle. Vous dites, Infernax, dans le fond, c'est un peu comme Zelda 2 puis Castlevania 2 mélangés ensemble. This Bed We Made, vous aviez sûrement des modèles. Je vous demande pas de les nommer, des fois ça peut être gênant. Bon. Spiritfarer, je sais pas c'était quoi votre modèle que vous aviez en tête, quel genre de jeu vous a un peu fait croire qu'il y avait une opportunité là intéressante d'accès autour du thème du care, de développer une relation au personnage, puis de les laisser aller aussi. Donc, les inspirations peuvent venir d'un peu partout. Dans ton cas, l'inspiration, elle est vraiment explicite, là, c'est-à-dire, il y a ce texte-là, quel contexte de jeu vidéo incroyable, puis là, tu t'es demandé quel genre de jeu je peux faire avec ça. Puis ça, c'est une partie du travail de scénarisation qui, souvent, est assumée collectivement dans une équipe.
quand, autour de la table, on décide, autour de la table proverbiale, on décide ça va être quoi le jeu, mais on ne confie pas ça à une personne qui développe son scénario, qui présente ça, puis là, OK, on fait le scénario. C'est comme non, ça émerge souvent organiquement dans les studios entre les personnes qui sont à la table des décideurs. Donc, dans ton cas, tu as ton idée, puis comme tu travailles en solo, tu n'es pas dans cette espèce de on discute au fur et à mesure, puis on va cristalliser une vision du jeu. Donc, tu as un peu le luxe et la liberté de faire toute la vision du jeu dans ta tête, puis tu travailles sur un modèle de jeu, puis tu l'identifies parce que dans le texte, il y a des potentialités que tu vois. Tout à fait. C'est très artisanal aussi. Des fois, j'ai l'impression que je vais pelleter des nuages parce que je ne vois pas toujours concrètement ce que ça pourrait donner dans un vrai moteur de jeu. Donc, c'est la partie qui peut être un petit peu plus frustrante. Aussi, j'ai mis en place des documents un petit peu sur mesure pour que ça réponde à mon projet. Parce que je ne vais pas faire de programmation, je vais créer l'univers, les personnages. Et on va dire que j'ai comme 3 grands types de documents dans lesquels je vais... tout ce qui est dans le livre, dans le tableau d'inconstance que je vais adapter dans mon scénario de jeu vont être répartis entre ces 3 documents. Donc il y a premièrement une bible dans laquelle je vais mettre toutes les entités du jeu, les personnages, les objets, les armes. Ensuite, donc ça c'est pour décrire l'univers du jeu finalement. J'ai un deuxième document qui va être, j'appelle ça le scénario, même si c'est effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, un terme qui n'est pas vraiment utilisé dans l'industrie, mais qui va regrouper différents échantillons de textes. Donc, notamment des textes qui ressemblent un peu à ce qu'on peut trouver dans la scénarisation pour le cinéma. Donc, je vais faire un synopsis où je vais résumer mon jeu, un traitement où je vais y avoir un aperçu de l'ensemble des quêtes. Et finalement, j'ai ce que j'appelle un document de conception de jeu, mais qui n'est pas très proche du game design document, dans le sens où c'est pas très technique, mais je vais expliquer ma note d'intention, donc ma vision pour le jeu. Je vais expliquer, j'ai un journal de bord aussi que je tiens depuis le début de la création. Et là, toute la difficulté, un des défis que je rencontre, c'est faire une synthèse de toutes ces idées, de faire des choix à un moment donné, parce que le texte, en fait, pour moi, c'est une manière aussi de générer du gameplay, parce que je pense que en lisant, je me rends compte qu'il y a certaines mécaniques de jeu qui peuvent émerger. Alors, est-ce qu'elles fonctionneront ? J'ai du mal à toujours l'évaluer. C'est pour ça que je m'inspire de jeux qui existent déjà, pour voir si les mécaniques... voilà, je sais que ça a été éprouvé dans des jeux, donc ça pourrait fonctionner dans le mien. Donc voilà, dans ce document de conception, j'ai un aspect journal de bord, un aspect note d'intention, et finalement, peut-être un peu plus... expliquer mes mécaniques de jeu et l'arbre des compétences du joueur, ce qu'il va pouvoir faire, en fait. Oui, puis ça permet ce genre de travail-là aussi de distinguer qu'est-ce qui est le scénario puis qu'est-ce qui fait partie du jeu. Parce que souvent, quand on fait de la scénarisation, on imagine des événements et tout ça, on tombe dans le game design. On tombe dans prévoir les interactions, les mécaniques et tout ça. Fait que souvent, on a une espèce de rôle à cheval, là, le narrative design, où est-ce qu'on est à la fois dans le game design, mais axé vers la narration, puis à la fois dans la scénarisation, mais axé vers l'interactivité. Donc, on se retrouve un peu à cheval. Puis, typiquement, ben, tout ça se fait un peu en même temps, puis c'est imbriqué. Fait qu'après ça, parler du scénario d'un jeu. D'ailleurs, je sais pas comment ils font Nintendo. Ils font toujours un splash screen au début de leur jeu où est-ce qu'ils disent tous les droits de artwork, scénario et machin sont propriété de Nintendo. Je suis comme, OK, mais peux-tu me pointer, il est où le scénario dans le jeu, tu sais? C'est comme, il est partout, il est nulle part, il n'y a pas de document, il n'y a pas rien. Donc, c'est quelque chose qui existe un peu, qui fait partie de l'objet dès le départ, puis qui s'incarne dans l'objet jusqu'à la fin. Contrairement au cinéma, où est-ce qu'il y a une personne qui est auteur du scénario, c'est reconnu, ça a un format, ça a un cadre légal en plus. Toi, dans ton cas, tu fais un scénario, mais pas le jeu. Fait que là, ça nous permet de voir, OK, mais ça veut dire quoi un scénario dans ce contexte-là, finalement? Qui est une manière de réfléchir au problème. Puis tous les documents internes, bon, j'avais des exemples de profils de personnages pour Spiritfarer. Puisque c'est un jeu qui passe par les personnages, c'est d'autant plus important de faire des documents qui spécifient vraiment les personnages, c'est quoi leur trajectoire, leurs intentions et tout ça. Ce qu'on retrouve dans certains projets pour les personnages principaux. Dans This Bed We Made, vous avez essentiellement une collection de personnages qui sont un peu tous principaux, entre guillemets, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qu'on rencontre. Puis, à l'inverse, dans beaucoup des jeux que vous avez faits, il y a beaucoup de touristes qui n'ont pas énormément d'impact sur le développement de l'histoire. Donc, puis dans ton cas aussi, Marie, avec ton projet, qui est un jeu open world et tout ça, tu as des personnages vraiment centraux qui se basent sur des figures historiques. Fait que tu as la question de comment tu les représentes. Après ça, tu as des populations entières, des villageois qui font leur petite besogne, un peu comme dans tous les jeux open world qu'on voit autour. Donc, tous ces personnages-là, comment est-ce qu'on les développe et à quel point on les travaille, puis comment est-ce qu'on les rattache? Est-ce que vous avez un modèle ou une façon de faire que vous avez trouvé fonctionne bien, finalement, pour faire des choix dans vos personnages, puis vous dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai besoin de détailler dans mon personnage pour vraiment devenir un moteur vers les actions? J'ouvre la question at large, là, mais c'est peut-être un peu abstrait. Oui, une bio, ça, c'est un bon début. Dépendant où est-ce que le projet est avancé, moi, je suis arrivé peut-être 6 mois après la production.
6 à 8 mois quand Spiritfarer était déjà commencé. Donc, on avait beaucoup d'art, on avait beaucoup d'animation, des designs de personnages étaient déjà établis. Je sais pas pourquoi je pointe en haut. Dans le passé. C'est ça, c'est les esprits. Merci, Isabelle. Donc, l'important pour moi, c'était d'accorder un côté artistique qui était déjà établi. Il y avait déjà une DA, il y avait déjà, comme je disais, des animations. Donc, il fallait un peu comme rétrofiter le personnage. Tandis que, mettons, le nouveau jeu sur lequel on travaille, c'est extrêmement facile d'arriver avec « OK, je fais une bio d'un personnage, on discute avec les artistes, les animateurs, on va créer quelque chose qui supporte la vision narrative du jeu. » Mais c'est, comme je disais un peu tantôt, c'est un peu... on commence avec ça, puis c'est à peu près là que ça s'arrête. On va jaser souvent de « OK, mais qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette quête-là? Qu'est-ce qui serait intéressant pour ce personnage-là qui rentre dans les grandes lignes? C'est quoi nous, vu que c'est beaucoup de dialogue, c'est important de garder un ton général pour le personnage, s'assurer que quand il nous parle, on sent que c'est lui qui nous parle. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de... C'est ça s'arrête un peu comme... Plusieurs ici mentionnent un scénario comme il n'y en a pas sur les jeux de Thunder Lotus. Si on veut raconter une histoire qui sort un peu du cadre du personnage, c'est comme « Ah, ça serait cool de faire ça, je vais le faire. » Puis si ça tombe dans les... On mentionnait des NPC qui sont pas des esprits, exemple. C'est juste des vignettes ou des scénettes que j'aimerais mettre en scène quelque chose. Je vais juste le faire, ça fonctionne, cool, ça finit là. Il n'y a pas vraiment de pensée. Il y a une idée du fragment aussi qui est intéressante. Absolument, oui. Il y a le big picture, mais ça prend aussi des fragments d'intérêt. Ouais. Puis, je reviens sur Infernax, parce qu'on en discutait entre nous il y a 2 jours. Mike, je te posais la question, pourquoi avoir nommé tous les personnages? Parce que, bon, c'est un jeu où tu te promènes, il y a des paysans, mais le paysan ne s'appelle pas paysan. Quand tu lui parles, il s'appelle Henri. Donc, il y a quelque chose là de vouloir les individualiser, puis de créer des liens entre les personnages qui te parlent de leur frère ou leur soeur ou leur père, puis là, tu te dis, OK, mais lui, dans le fond, c'est le père d'un tel, puis tout ça. Ça donne comme une cohérence à l'univers qui était pas nécessaire, tu sais. Ça vient de où, ça? C'est spontané. Mais justement, vu qu'on voulait pas voulait que le joueur soit capable de tout trouver ses solutions lui-même, en parlant, c'est un jeu de rôle. Fait qu'on voulait que le joueur puisse parler des NPC, puis que ces NPC-là, il y avait une place dans le monde. Fait que, maintenant, tu parlais avec une fille dans la ville du pont, mais tu savais qu'elle disait que j'ai vu un château la nuit quand il faisait du tonnerre. Puis là, OK, tonnerre, nuit, si je vais là, si je fais du tonnerre, je vais faire spawner un château. Puis là, on disait, bien, cette personne existe vraiment dans le monde, fait que là, il faut qu'on lui donne une place en même temps. Ça, tout était un petit peu rétrofité à la fin aussi, parce que au début, tout le monde a juste sa petite case de texte, fait comme, OK, bien, lui, il va dire ça. S'il dit ça, il faut qu'il ait sa place. Oui, puis dans le fond, on vient mettre du ciment ou du mortier à la fin pour tenir les briques ensemble. T'sais. On a placé des briques, puis une fois qu'on les a placées, on ajoute du lien entre tout ça. J'aurais pas pu mieux le dire. Puis cette idée-là des briques aussi, je pense que ça touche une réalité du scénario aussi en jeu vidéo. C'est-à-dire que, dans le fond, on fournit des assets narratifs, comme les artistes fournissent des assets visuels. C'est-à-dire que moi, j'ai modélisé un personnage, je l'ajoute dans la pile, une brique de plus. Puis après ça, il va falloir qu'on l'intègre dans l'environnement puis qu'on lui fasse faire des choses. Puis c'est un peu, on a ce rôle-là de prévoir les trajectoires narratives, mais à un moment donné, on fournit des bouts de texte, puis ça rentre. Que ce soit des documents, que ce soit des répliques, que ce soit des dialogues. On fournit du texte, puis il y a une espèce de laisser-aller quand Maxime, lui, fait l'intégration. Parce que dans l'équipe, tu jouais ce rôle-là, finalement. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de fonctionner pour moi. Puis, tantôt, Marie mentionnait amener l'histoire, l'intégrer dans le jeu, que ça sera jamais un 1 pour 1, tu sais, ou en tout cas, mon expérience n'a jamais été ça. Puis je pense que n'importe quel scénariste, s'il y en a ici, puis sur le panel, faut l'itération ou le changement. Tu sais, la majorité des trucs que tu vas écrire vont comme se ramasser au vidange. Puis, tu sais, c'est juste, ça fait partie du processus, tu sais. Tu veux avoir un scénario qui est rendu genre à version 13. Tu veux jamais avoir un scénario qui est comme version 1, puis... C'est juste... T'as pas miné assez l'idée ou l'expérience jusqu'à temps que tu l'intègres, tu vois qu'est-ce qui fonctionne, tu vois qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, pour moi, ça rend le jeu plus riche. Au lieu de voir le jeu vidéo comme un peu un festival de compromis, c'est plus comme un exercice collaboratif qui permet de rendre soit les mots ou l'art le surélever ou l'amener à son plein potentiel. Ouais.
Et d'accepter que le scénario, parfois, sert à mettre en valeur autre chose dans le jeu, puis qui n'est pas déterminant, qui n'est pas si important pour plusieurs des joueurs qui vont jouer même, t'sais. Donc on ne veut pas les embêter avec ça. Je vais vous poser une question tantôt sur les modèles puis les façons de faire, dans le fond, la conception narrative puis développer l'histoire. Mais je voudrais vous parler des modèles de narration, c'est-à-dire les jeux auxquels vous vous raccrochez ou les œuvres auxquelles vous vous raccrochez ou comment vous intégrez l'idée qu'on va pouvoir avoir de l'interactivité puis raconter quelque chose en même temps. Je commence avec toi, Marie. Dans Sorgin, qui est ton projet, il y a beaucoup le contexte social qui est super important. Il y a une chasse aux sorcières, il se passe des trucs. Donc, comment est-ce que ça nourrit, dans le fond, ta conception de développer l'histoire à partir de ça? Sur plein de plans différents, en fait. Tout à l'heure, j'expliquais que justement dans le tableau, Pierre Delancre, il expose un cosmos extrêmement riche sur la ville labourdine. Il est persuadé qu'il y a eu une invasion de démons au Labour et que les sorcières sont la cause de cette épidémie. Donc, déjà, je sais que j'ai des monstres qui vont être intéressants pour peupler mon univers. Ensuite, je sais que j'ai envie de créer un personnage qui va justement se confronter à Pierre Delancre, qui fait comme un bon méchant, je vais le dire comme ça. Et le but de mon jeu, ça va être aussi d'aller aider. C'est une sorcière qui va venir en aide à ses consoeurs. Donc je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Puis en fait, c'est de montrer la vie, parce que finalement, le tableau de l'inconstance fait le portrait de la vie pour trouver dans tous les gestes du quotidien les manifestations du démon, qui est partout. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi de mettre en avant la vie des Basques à cette époque. J'ai plusieurs groupes de personnages qui deviennent intéressants, comme des marins qui partaient chasser la baleine jusqu'à Terre-Neuve. Puis là, je vais avoir un exemple de quête qui va amener mon personnage un peu en dehors du Labour. Ensuite, je sais pas vraiment. Là, à partir de là, on réfléchit, genre, OK, mais est-ce qu'on va dans les villages? Quand on va dans les villages, est-ce que les gens sont là puis font le quotidien? Est-ce qu'il y a des quêtes dans les villages? Est-ce que j'aide les villageois? Est-ce qu'il y a des villages qui passent du côté des démons? Est-ce qu'il y a... Là, à partir du texte, là... Oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais des jeux qui servent un peu de référence. Puis, moi, une de mes références, un jeu que j'ai beaucoup aimé dans mon adolescence, c'était Fable 2, pour le concept du bien et du mal qu'on retrouve un peu dans ton jeu. Donc, je voulais un peu l'importer dans le mien. Donc, on peut choisir... on peut faire un pacte avec un démon et on peut choisir soit de vraiment... parce que je voulais plonger mon personnage dans un milieu hostile. C'est une sorcière. Il y a tout cet aspect hostile contre mon personnage. Donc, est-ce qu'elle fait un pacte avec un démon pour avoir des pouvoirs qui lui permettent de se défendre finalement contre les inquisiteurs, les villageois qui ont comme peur d'elle, et en même temps, ou alors elle va faire quelque chose d'un peu plus pacifique. Elle leur vient en aide parce qu'elle a le don des plantes, puis elle peut combattre des démons éventuellement. Donc, le joueur peut faire le choix d'aller aussi un peu entre les deux. Oui. Puis ça me fait penser aussi aux structures d'interactivité, parce que tu t'es dit à un moment donné, ça va être un RPG, open world, un peu comme The Witcher, un peu comme Assassin's Creed. Je sais pas si tu l'as verbalisé comme ça, je veux pas mettre des mots dans ta bouche. On se parle souvent, tu sais. Fait que il y a un peu cette idée-là que, mais le récit suggère des choses. Puis je reviens à ton exemple de la femme de chambre, tu sais, puis on joue une femme de chambre, mais c'est un murder mystery. Ouais, mais on joue une femme de chambre, on a le goût de faire du ménage, on a le goût de faire des trucs avec ça, tu sais. Donc, comment est-ce que parce qu'évidemment, la structure on pense, en fait, je sais pas si c'est l'idée qui vous est venue, du contexte du personnage, puis qu'est-ce qu'on fait, ou si c'est des jeux qui ressemblaient à ça qui vous ont inspiré à faire votre propre jeu, votre propre histoire. En termes de l'idée de base, c'était vraiment l'idée d'être une femme de chambre dans un hôtel qui est venue en premier. On a notamment été inspiré par une œuvre d'une artiste multidisciplinaire qui s'appelle Sophie Calle, une artiste française qui, dans les années 80, s'est fait embaucher comme femme de chambre dans un hôtel avec le but précis de photographier les possessions des clients. Elle avait sa caméra cachée dans son cart de femme de chambre, puis elle prenait des photos des possessions des clients. Puis après ça, on en a fait une exposition, puis un livre, puis ça nous a inspirés, puis on a décidé de partir avec ça. Fait que l'inspiration est venue de quelque chose de beaucoup plus large que seulement un autre jeu avant, tu sais. Puis là, il y a toutes sortes de façons de faire, là, fait que je ne veux pas faire le procès de personne, mais ça me fait penser à cette citation de Greg Costikyan, qui est un designer de jeux, qui disait aux designers de jeux dans la revue professionnelle des designers de jeux des années 90, « Guys, don't be idiots ». Soyez pas des vidéo idiots, que la seule chose que vous connaissez, c'est d'autres jeux vidéo, parce que l'inspiration, elle se trouve partout, tu sais. Donc, ça me faisait un peu penser à ça, finalement, quand tu t'es mis à parler de l'œuvre, finalement, qui vous inspire, qui n'est pas un autre jeu qui arrive d'avant, tu sais. Ouais, puis tu sais aussi, j'ai un background en cinéma, donc c'est sûr qu'il y a aussi l'œuvre d'Alfred Hitchcock, notamment Rear Window, nous a beaucoup inspiré avec l'aspect voyeuriste et tout ça.
On a aussi eu de l'inspiration de jeux vidéo. Là, à la base, on s'alignait pour faire un jeu plus à la Gone Home, donc plus Walking Simulator. Tu te promènes, tu interagis avec des objets. La première année de développement, on n'avait même pas de dialogue, de NPC. Puis en cours de route, on est allé chercher l'inspiration de jeux un peu plus là, comme les Telltale, Life is Strange de Dontnod, donc des jeux avec embranchement. Là. Donc ça l'a un peu shifté en cours de route. Ouais, donc ça a émergé un peu du concept de base qui a réorienté les développements scénaristiques en cours de route après, finalement. Ben, en fait, on a parti avec le concept de femme de chambre, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est quoi les mécaniques intéressantes qui ressortent de cette idée-là. Puis c'est l'idée de, OK, bon, tu peux faire le ménage, tu peux jeter des objets. Puis nous autres, on le savait depuis le départ, parce que les 3 cofondateurs de Lobert, on est des fans de Murder Mysteries, fait qu'on savait qu'on voulait faire des Murder Mysteries, puis on se disait, dans un contexte de Murder Mystery, nettoyer et jeter des objets, qu'est-ce que ça peut amener? Puis c'est comme, tu peux vraiment fuck up l'enquête. Tu peux protéger des gens, tu peux whatever, tu sais, fait que c'est là où l'aspect d'embranchement est comme venu un peu de ça, de comme, si tu fais le ménage ou si tu fais pas le ménage, si tu jettes des objets ou si tu jettes pas des objets, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a des effets sur l'enquête principale, il y a des effets aussi sur tes collègues. Des fois, une collègue qui écrit un message au rouge à lèvres sur la porte de sa boss, est-ce que tu le nettoies ou pas? Puis tout dépendant de ce que tu fais, c'est quoi les répercussions? Oui, j'aimerais ça parler de Spiritfarer. C'est vraiment l'idée du symbolisme qui est au centre un peu de ce que vous avez fait. Je ne veux pas dire que c'est au centre parce que c'est vous qui le savez, mais il y a ça qui est très, très, très présent. C'est-à-dire que les personnages ont une forme, ont un corps qui symbolise un peu quelle a été leur vie, de quoi ils ont souffert, des choses comme ça. De quoi est-ce que vous vous êtes inspiré? Est-ce que chaque personnage a été designé avec une approche qui s'applique à tout le monde, ou est-ce que pour chacun, on a fait des choix puis qu'on a raffiné ça en cours de route? Ou... Ouais, je veux pas péter la banane de personne, mais tout le monde meurt dans la vie. PS. Donc, c'était un peu ça, tu sais, la production de Spiritfarer a duré 3 ans, puis c'est comme un peu, je veux pas dire vie avec la mort, mais tu veux raconter des histoires qui sont touchantes, puis c'est tous des gens qui sont morts de quelque chose. Donc, on est un peu parti de ça. Puis c'est un thème quand même assez général, la mort. Tout le monde va le vivre dans sa vie. Pas... Moi, je ne le saurais pas, là, c'est ça, que je suis mort, mais on connaît beaucoup de gens qui vont mourir, ou si ça vous est pas arrivé, ça va se passer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, c'est bien dans le jeu, mais pas devenir dépressif. Exactement, c'est ça. Puis, bon matin. Mais c'est commencé avec ces personnages-là qu'il faut connaître. On n'adresse pas vraiment la cause de la mort. C'est quelque chose qu'on a écrit. Chaque personnage, on sait que quelqu'un est mort du cancer, quelqu'un est mort d'un accident quand il était jeune. Mais c'est plus comme découvrir cette personne-là, puis qu'on sente que on les connaisse à la fin. Mais on est aussi parti... c'est un peu un thème chez Thunder Lotus, comme on part souvent d'un mythe, ou soit d'un œuvre littéraire, ou juste une fable. Notre premier jeu, Jotun, était sur les dieux nordiques. Le deuxième était basé sur les écritures de H.P. Lovecraft, puis Roadside Picnic. Puis Spiritfarer, c'est le mythe de Khorne, dans le fond, le passage à l'au-delà là, sur la rivière Styx avec les oboles, puis pour payer son passage. Donc, c'est un peu comme la base, puis l'idée, c'est toujours mélanger 2 genres pour plaire à plus de gens, je suppose. Mais c'est le jeu de gestion, le côté narratif. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient... Le jeu de gestion, c'est pas leur jeu. Un jeu comme Stardew Valley, qui a aussi beaucoup de narration, c'est pas pour tout le monde, mais un jeu, un visual novel, quelque chose qui est comme juste du texte, c'est non plus pour pas personne. Donc, on avait comme un genre de... un diagramme de veine qui finalement a plu à plusieurs personnes. Donc, ouais. Oui, parce que quand on regarde des chiffres, c'est quand même hallucinant, là, le succès de Spiritfarer. Parlant de succès, j'ai aussi envie de parler du fait que This Bed We Made, c'est ton premier jeu, Olivier. Puis Mike, Infernax, c'est pas du tout votre premier jeu. C'est votre premier jeu dans lequel il y a un petit peu plus de narration que d'habitude. On avait essayé de faire de la narration dans le passé, puis on a réalisé rapidement que c'était pas notre tasse de thé. On a fait Simon, sa sœur, a décidé de faire l'histoire d'un de nos jeux, parce que
Ça me tente pas. Je veux faire qu'il y ait des explosions partout, il y a des démons qui vont tirer sur des anges, puis il va y avoir du piou-piou partout, puis on va faire quelqu'un d'autre pour faire l'histoire. C'est plus dans notre... on va rendu au 26e jeu qu'on essaie de faire une histoire, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de le faire. On parle de projets de plus petite ampleur, donc beaucoup plus de projets, donc beaucoup plus un côté touche-à-tout, disons, dans l'équipe. Mais quand vous vous lancez dans un projet, puis Marie, évidemment, c'est ton premier scénario de jeu. Tu as déjà travaillé sur d'autres jeux, tu as déjà travaillé en télé, mais bon, pour un jeu vidéo, c'est la première fois. Quels sont vos modèles? Quelles sont vos méthodes de travail? T'sais, vous vous dites, OK, ben moi, Olivier, je sais que tu as étudié en cinéma, c'est un peu la même chose pour Maxime, un peu beaucoup. Vous avez des modèles de comment on raconte une histoire, de quoi ça a l'air un scénario cinéma linéaire, mais après ça, quand moi, c'est le temps de m'asseoir et d'écrire, où est-ce que vous trouvez le savoir-faire? Quelqu'un vous parle de Twine, puis là, vous faites une recherche sur Internet, vous tombez sur des tutoriels, vous vous dites, il y a peut-être un outil pour ça. Quelqu'un vous en parle, vous tombez sur une conférence d'un professionnel qui décrit son méthode de travail. Des gens que vous connaissez vous racontent comment faire. J'aimerais ça savoir quels sont les réseaux qui vous permettent de choisir des outils puis d'arriver à travailler là-dessus. Je commencerai peut-être avec Marie, parce que vu que tu es un peu externe, tu es vraiment confronté à ce problème-là. C'est comme, comment je fais ça? Quel outil? Puis où est-ce que je trouve mon savoir? Parce qu'on a une grande variété de documents. On est riche de documents grâce à votre rapport, mais c'est difficile de trouver des documents de l'industrie du jeu vidéo quand les gens ne sont pas propriétaires de leur propre travail, parce qu'ils travaillent pour le studio, puis c'est le studio qui décide. Quand tout est ultra secret, c'est extrêmement difficile de même savoir de quoi ça a l'air, ces documents-là. Fait comment est-ce que toi, tu réussis à trouver des méthodes, finalement? Les manuels de scénarisation, ça a été une première ressource pour moi. Après, si on baigne en regardant des jeux vidéo, comment ils sont construits, des walkthroughs, finalement, ou des solutions de jeu, ça m'a permis de voir aussi comment c'était bâti. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Et tu as utilisé des manuels de scénarisation traditionnels cinématographiques, mais aussi des manuels d'écriture de jeux vidéo spécifiquement. Oui. C'est game writing, comme on appelle dans cette littérature-là. Surtout quand il s'intéresse à la question du RPG, parce que c'est le genre que j'ai choisi. Moi, je fais qu'un prototype de RPG. J'essaie de proposer un échantillon de texte qui pourrait aller dans mon RPG, mais ce projet d'écriture de scénario, ça s'inscrit dans un cadre plus large de recherche-création, et je cherche à montrer comment on fait l'adaptation d'un texte pour le jeu vidéo. Donc il y a quelque chose d'aussi un peu intuitif dans ce que je fais, parce que j'ai pas trouvé vraiment de modèle pour ça. Donc j'ai aussi été voir du côté du cinéma comment on fait l'adaptation d'un texte littéraire pour le cinéma, et il y a des choses qui fonctionnent pour le jeu vidéo et d'autres moins à cause de l'interactivité, la prise en compte du joueur. C'est la partie recherche un peu de ta démarche de recherche-création. C'est ça, j'essaie justement de montrer les différences entre les deux supports médiatiques. Oui. Puis Mike, vous, est-ce qu'il y a une personne attitrée à l'intégration narrative, puis écrire les dialogues puis les textes, qui est toujours la même d'un projet à l'autre, ou est-ce que chaque projet, ça dépend? Est-ce que c'est une portion qui représente 5% du temps de travail de quelqu'un? Est-ce que, comment est-ce que... Ça dépend toujours par projet. Comme on va prendre un exemple, Shapes and Beats, qui est un jeu qui a une narrative dedans, mais qui n'a aucun texte. C'est tout venu de la tête du directeur créatif. C'est un programmeur, c'est pas vraiment dessiné, il sait à peine écrire. Je dis ça que c'est mon boss, je serai envoyé, je pense. On l'aime. Je l'adore pas mourir. Mais comme lui, on est des anciens développeurs Flash, fait qu'on utilise Flash comme l'outil qui devrait être utilisé donc, pour faire de l'animation. Il nous fait un storyboard en Flash, ben voici un petit carré, ces personnages-là vont faire ça, puis il fait juste comme des petites animations vraiment basiques, puis il fait un storyboard avec ça. Tandis que les autres jeux, vu qu'il y avait probablement une narration, ben, il y avait du gameplay, puis comme je disais au début, j'avais 4 boîtes d'images. J'ai dit, bon, ben, fais-moi une histoire, en fait. Okay. Il n'y a pas vraiment de pipeline pour ça, c'est juste, ben, va dans le code, change le texte, puis that's it. Là. On est dans l'improvisation, puis on prend les outils avec lesquels on est familier. Même s'ils ne sont pas faits pour l'écriture, ça nous sert juste de base pour travailler, dans le fond. Ouais, puis l'important, c'est que ce soit fait au final. Là, vu que c'est pas des immenses jeux avec une immense narrative non plus, on va peut-être si on avait plus de texte, de côté, on l'a vu avec Infernax, c'est devenu un petit peu cacophonique à la fin, qu'on avait un document de code, qu'il fallait que je rentre le texte dedans, puis là, on était avec l'autre directeur narratif avec moi, puis je sais pas coder, mais je vais apprendre. OK. Le choc de la culture, de la personne forme à l'écriture. Oui, surtout que notre directeur créatif était anglophone. On était tous francophones. On travaillait à distance. C'était des calls Zoom avec des share screen. Change ça. Ah oui, quand même. Ça nous donne un aperçu. Ouais, ça ressemble plus à un punk band qu'un studio, des fois, je pense. Puis, Olivier, ça me permet d'ajouter cette dimension-là. À la fois, c'est quoi les modèles, puis comment tu fais pour décider quelle forme ça va prendre tes documents. C'est du tâtonnement, on y va, on l'invente. Puis, en même temps, sur le fait que vous avez travaillé en franglais, ou en tout cas essentiellement en français dans l'équipe, mais en même temps, votre jeu est écrit en anglais. Donc, il y a aussi la dimension de la langue là, qui est importante, parfois dans plusieurs studios. Dans plusieurs studios où est-ce que la majorité des employés sont francophones,
les writers sont typiquement anglophones, puis parfois ils communiquent à peine, donc ça devient un obstacle quand même à l'intégration dans beaucoup de studios, mais vous, c'était pas tellement votre cas, je pense. Là. Je pense que ouais, c'est vraiment le franglais. Je pense qu'on l'utilise beaucoup dans les meetings et partout. Là, on switch d'une phrase à l'autre, d'une langue à l'autre. Mais sinon, je pense au niveau des outils, comme tu as mentionné, c'est notre premier jeu. Puis on a fait beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre. Comme tu dis, c'est difficile d'avoir accès. Des fois, GDC Talk, par exemple, c'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant. Mais par exemple, quand on a commencé le processus, notre programmeur avait trouvé un GDC Talk sur le système de dialogue de The Witcher. Puis c'est le fun. Mais on n'a pas le budget de The Witcher, tu sais. Fait que des fois, c'est comme tu trouves des exemples intéressants, mais c'est pas du tout approprié, ça ne fit pas du tout au type de projet que t'as. Puis souvent, ils vous montrent la fin du processus, le truc qui a marché à la fin, mais c'est pas tout ce qui a... Fait que, par exemple, on a utilisé Twine, mais pour un projet de notre envergure, personnellement, je le recommanderais pas là, pour 3000 lignes de dialogue. Twine, c'est pas nécessairement le meilleur outil, mais à la base, ça avait été choisi par notre programmeur. C'était comme, hey, j'ai checké le code de Twine, puis je sais comment faire un parser pour, dans le fond, une espèce de script pour l'emmener directement dans notre moteur de jeu Unreal. Pour enlever tout le code, puis garder juste les bouts de texte qu'on veut, et importer ça directement dans le moteur de jeu. Pas besoin d'avoir à faire copier-coller chaque ligne de dialogue. Fait que au début, en fait, le choix de l'outil s'est fait très tôt par le programmeur. Puis là, finalement, c'est 2 ans plus tard qu'on est rendu à intégrer nos 3000 dialogues qu'on se dit « Ah ouais, OK, c'était peut-être pas... » Même aussi, le système, la façon dont il est fait dans notre engin de jeu sur Deathbed Remade, une fois dans l'engin, on ne pouvait plus voir les embranchements, on ne pouvait plus voir l'arborescence. Ce qui était horrible pour l'intégration. Dès qu'on voulait, il fallait... Bon, à un moment donné, on a été trop ambitieux, on doit couper des trucs. Là, il faut couper des bouts de dialogue, des embranchements, puis je peux pas visualiser l'embranchement. Fait qu'il faut que j'ai tout le temps de Twine d'ouvert sur le côté, tout ça. Fait que, tout ça, c'est des trucs qu'on refera pas sur le prochain jeu. Fait qu'on apprend de nos erreurs. Puis je pense c'est un peu un passage obligé, mais je suis content qu'il y ait comme des initiatives comme le colloque puis l'expo qui peuvent donner un peu plus d'exposure sur c'est quoi les outils qu'on utilise. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Qui sait, on pourrait peut-être ouvrir une commission permanente. On se rencontre une fois par année, puis qu'on fait le tour de la question, puis qu'on essaie de développer un savoir-faire, puis de communiquer entre nous. Qui sait? Peut-être qu'une université pourrait faire ça. Oups, je suis en train de me rajouter du travail, non. Maxime, je voudrais t'entendre là-dessus aussi, vous, au niveau, possiblement de la langue de travail, mais ça, c'est un peu une question un peu secondaire, mais surtout, comment vous arrivez à sélectionner, ça va être quoi le modèle, le moteur, l'outil que vous allez utiliser pour faire l'implantation? Est-ce que ça vient essentiellement des programmeurs qui disent, il faudrait que ça rentre là-dedans, puis ça marcherait bien, Oui et non. Je l'entends un peu avec les autres gens sur le panel. C'est généralement un designer de jeux vidéo est hyper curieux. En tout cas, ça a été mon expérience avec les gens que je travaillais. Donc, on est toujours en train de rechercher, c'est quoi le meilleur outil? Comment on pourrait optimiser ça? Comment on passer de notre vision à le jeu final, le produit final. Donc, explorer des outils, Twine, Ink, Yard Spinner, des trucs homebrew, là, qui sont d'un studio comme Ubisoft ou CD Projekt Red. C'est ça. Nous, c'est comme on n'a pas aussi le budget de développer ces outils-là. C'est des gens qui ils sont 200, 500 dans l'équipe. Mais c'est ça. Chez nous, on a utilisé c'est toute la technologie qu'on a inventée, là, dans le fond, ou créée, à nos besoins, appropriée à nos besoins. Tu regardes des modèles, qu'est-ce qui se fait un peu dans l'industrie, c'est quoi qui peut être tiré de ça, et puis sans rajouter des trucs qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, c'est un peu notre approche. Puis ça fonctionne bien parce que c'est facile de dire on veut tout, on peut faire n'importe quoi, ça va être vraiment cool. Mais dès que tu as des contraintes, je trouve là qu'on trouve comme OK, c'est ça notre chemin. On peut être créatif dans ce chemin-là parce que c'est les besoins qu'on a ciblés. Donc, c'est un peu ça le modèle d'approche qu'on prend pour faire des jeux. Puis,
Parfait. Parlant de chemin, ça va être ma dernière question. Après ça, on pourra prendre des questions du public. Parlant de chemin, j'ai mis quelques concepts qui sont avancés par des writers, par des scénaristes de jeux vidéo, dans notamment les livres qui sont publiés par le groupe d'intérêt spécial, le SIG de l'IGDA, l'International Game Developers Association, un groupe d'intérêt qui travaille sur la narration dans le jeu. Puis ils publient des livres, ces gens-là. Puis dans ces ouvrages-là, bon, je pense à Chris Bateman qui a publié un livre en 2003-2004, Game Writing. Il y a plein de chapitres écrits par toutes sortes de professionnels. Puis là, dans ces chapitres, on trouve plein d'outils, plein de concepts, plein d'idées. Par exemple, le breadcrumbing, c'est comme, il faut que tu sèmes des petits cailloux comme ça ou des miettes de pain pour ramener les gens vers le golden path, qui est ton chemin principal où est-ce que l'expérience est optimale. Mais en même temps, il faut que tu permettes qu'ils dévient parce que c'est leur liberté puis ils trouvent d'autres affaires. Il y a aussi l'idée, bon, j'en nomme juste une autre, le Ken Levine de BioShock présentait son modèle push-pull narrative. Puis il disait, dans le fond, dans mon récit, j'ai des éléments qu'il faut absolument que je te pousse pour que tu comprennes minimalement qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, je peux mettre plein d'affaires dans l'environnement, puis c'est à toi d'aller tirer sur les ficelles pour aller chercher l'info, parce que toi, tu tripes sur la narration, mais c'est optionnel. Est-ce que ces modèles-là, ce langage-là, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez entendues, soit dans des conférences, des articles, des choses comme ça, puis vous dites « Ah oui, OK, c'est cool », ou est-ce que c'est surtout un savoir intuitif qui arrive que, je taponne, ça marche pas bien, puis finalement, je trouve ma propre solution, puis dans le fond, vous arrivez au même constat, mais avec votre propre système, votre propre vocabulaire à vous, tu sais. Est-ce que vous pouvez nommer peut-être un de ces concepts-là que vous avez vu ailleurs, que vous avez importé dans pas les outils techniques, mais vraiment comment je pense à mon travail, ou est-ce que c'est essentiellement toutes des choses qui poussent de l'intérieur? Je pense d'un côté, je pense que c'est assez intuitif. Là. Comme toi, tu parlais de push-pull, c'est quelque chose qu'on a fait un peu intuitivement sur le jeu. Il y a des éléments, des objets qu'on veut absolument que tu trouves. Donc, dans le puzzle design, on s'est assuré que ces objets-là étaient nécessaires, mettons, pour ouvrir un coffre-fort. Pour trouver la combinaison, tu dois trouver ces objets-là qui te permettent de comprendre que le personnage dans cette pièce-là, c'est un vétéran, puis il y a tel élément. Après ça, il y a toutes les autres qui sont autour puis qui sont un peu plus optionnels. Fait que c'est des trucs qu'on a fait, mais comme je pense pas nécessairement en écrivant comme OK, là on fait du push-pull. Fait que c'est pas verbalisé, formalisé, mais quand tu lis ça de quelqu'un d'autre, tu dis sure. Nous autres, Infernax, vu que c'était littéralement inspiré par d'autres jeux vidéo, il a fallu qu'on s'inspire de ces jeux-là. On a joué beaucoup aux jeux pour voir comment ils ont fait et surtout quoi ne pas faire, vu que c'était des jeux qui datent des années 80, c'était des jeux qui étaient trop critiques, c'était trop compliqué. Ça, ils ont fait ça de même. Trouver une manière de ne pas le faire comme ça, qui est revenu au push-pull aussi au final, mais au début, c'était vraiment comme l'inspiration, comment fixer ces jeux-là pour que l'histoire fasse plus de sens, pour que le monde ait moins de questions à la fin qu'il y en avait au début. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent pendant les playtests? Genre, on a scénarisé des épisodes. Tu parlais on voudrait faire plus de ménage, fait qu'il y a ça. Pour vous, là, vous faites des branches narratives, vous regardez qu'est-ce que ça donne, puis là, oups, c'est vrai que ça sort d'un peu nulle part, cette affaire-là. Il faudrait qu'on rajoute un dialogue. Donc, on le teste à l'interne, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Pour Spiritfarer, c'était un peu pareil, ou pour Spiritfarer, c'est plus grande ampleur, fait que c'est plus difficile, peut-être? Nous, on est chanceux, on a des QA sur l'équipe. Et puis, des gens en charge de tester Quality Assurance. Exactement. Et puis, on fait aussi beaucoup tester notre jeu. Je dirais que le narratif, c'est peut-être la chose qui revient le moins souvent. Pas parce que c'est bon, c'est juste que c'est... les gens peut-être se concentrent moins là-dessus ou comme c'est pas Comment tu trouves un bug de scénario, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est une coquille, tu sais. Puis là, t'es comme, OK, encore. Donc, c'est ça revient moins, mais c'est important. Je mentionnais le jeu sur lequel on travaille. Là, on fait beaucoup plus tester à l'interne parce qu'il y a une portion d'investigation. Il y a une portion de... un peu comme dans This Bad We Made. J'ai trouvé ça, comment ces deux choses se combinent là pour m'informer sur comment le jeu progresse. Mais quand c'est un jeu comme quasiment purement de dialogue ou de progression de personnage avec certains pivots, c'est un peu plus difficile à tester. Ça devient vraiment comme « Ah, je l'ai senti ou je l'ai pas senti ». Je pense que les premières personnes qui sont... Les premiers échos qu'on a eus, c'était des gens qui pleuraient à la fin quand ils laissaient partir un esprit. On était comme « OK, je suppose que ça marche ». Mais avoir cette boucle-là, avoir la progression complète d'un esprit, c'est arrivé très tard dans le projet. Puis c'était beaucoup de questionnements comme est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont vraiment s'attacher? Puis à la fin, il va y avoir le climax, le dénouement, c'est émotif qu'on veut. Puis ça dépend vraiment du personnage. Il y en a que c'est comme instantané, on sait qu'ils
qui vont pleurer, mais il y en a d'autres qui sont comme « Ok, je suis content qu'il parte. » Genre, il m'écoeure. C'est littéralement un criminel, fait que je veux pas qu'il soit sur mon bateau, ou le professeur vraiment strict, mais la petite grand-mère, comme, ou le garçon de 8 ans, c'est comme un peu plus crève-cœur. Là. Et puis, il y a un buffet pour aller chercher chaque personne. Hein. C'est un peu ça, l'idée. Puis toi, Marie, ben, tu as dépouillé toute, j'ai envie de dire, mettre un astérisque à toute la littérature professionnelle, des gens qui écrivent là-dessus. Fait que tu fais la recension des concepts et tout, puis tu te demandes comment ça va informer ta théorie, ta pratique de l'adaptation, finalement. Ta conclusion, c'est quoi? Tu regardes tous ces outils-là, tous ces gens-là qui parlent de comment ils font des histoires, puis comment ils ont tout leur système et leur vocabulaire pour ça. Est-ce qu'on peut arriver à une science de la mise en récit, ou est-ce que c'est peine perdue, chaque projet est tellement différent? Oui, tu me poses une grosse question, Dominique. D'autant que moi, j'ai l'impression que chaque projet est différent, donc chaque projet, ça va être du sur-mesure, finalement. Il y a des outils qui marchent globalement, mais comment dire? Les manuels de scénarisation, dans mon cas, ça peut m'aider à éviter certains faux pas, comme j'essaie d'articuler narration et jouabilité. Par exemple, à un moment, j'avais dans ma tête une idée de mécanique géniale qui serait sur la mort de mon personnage, puis ça deviendrait... le personnage pourrait... Mais en fait, dans tous les jeux vidéo, on meurt... Enfin, je m'exprime extrêmement mal, c'est du brouillon. C'est-à-dire une mort scénarisée intégrée dans ton récit. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était une fausse bonne idée. Je m'en suis rendu compte en lisant les manuels de scénarisation. Un autre faux pas que j'ai peut-être pu éviter en lisant les manuels de scénarisation, c'est comment amener mon joueur dans le récit. Mais mon joueur, je sais qu'il va tester, il va vouloir tout casser dans mon jeu. Je voudrais quand même qu'il aille jusqu'au bout de mon récit. Mais en même temps, je veux pas un gameplay punitif. Et c'est ça, c'est de trouver un équilibre pour l'amener dans mon histoire, mais lui donner aussi une marge de liberté. Donc il y a des concepts comme le goulot d'étranglement, de pousser le joueur dans un endroit où il n'y a pas le choix de passer à travers là pour poursuivre ensuite dans le jeu. Voilà, c'est comme ça que je vais utiliser les manuels de scénarisation pour... voir ce qui a déjà été éprouvé et ce qui fonctionne. Oui, le pousser dans le goulot en lui faisant croire que c'est lui qui a pensé à ça, puis que c'est sa liberté de faire ça. Il serait temps d'ouvrir la salle pour les questions du public. Il nous reste quelques minutes. Oui, il nous reste un bon 13 minutes. 13... Super. Donc, on a 13 minutes devant nous. Là, je ne sais pas si c'est moi qui fais les... Ouais, I guess que oui, c'est moi qui... on va prendre madame derrière. Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Fait que dans le fond... Peut-être attendre le micro parce que la captation va pouvoir capter la question. Puis ensuite, Benoît. Hello. Fait que, tu sais, dans mon expérience de jeu vidéo, il y a comme 3 sortes de narration, si vous voulez, ou de scénarisation dans un jeu. Vous avez comme, normalement, un peu comme la campagne ou le main thread, tu sais, qui est comme vraiment world-based, tu sais. Vous avez des éléments qui sont un peu plus comme cutscene, où est-ce que dans le temps, à la cinéma-ish, on donne de l'info à des joueurs. Dans des petits genre bite-size moments. Puis on a la scénarisation très dynamique avec les NPC, les barks, les trucs où est-ce que diégétiquement dans l'environnement, il y a des gens qui crient des choses puis ça t'informe de trucs à propos du lore, de eux, de où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font puis pourquoi. Y a-tu des trucs et astuces où est-ce que vous gérez ces 3 genres de niveaux de narration là de façon différente? Puis vous avez-tu des trucs et astuces pour ça, mettons? C'est très organique de notre bord. On réalise qu'il manque quelque chose, puis enfin, peut-être qu'on mette une cutscene là, parce que c'est pas assez évident l'action qui va se passer. Et c'est très au feeling qu'on le fait de notre bord. Il n'y a pas une science derrière ça. Donc, faire l'expérience du jeu et le moteur d'ajout, de révision du scénario. Exactement. Super. Pour les autres, je sais pas. Ouais, nous, c'est un peu... on haït prendre le contrôle du personnage pour faire une cutscene. Sur Spiritfarer, puis juste dans mon expérience de jeu, il n'y a rien de pire que genre, déposer sa manette pendant 20 minutes pour regarder une cutscene. On salue Metal Gear Solid. Ouais, c'est un bon exemple, mais il n'y a rien de pire pour nous qui te sort de l'expérience, puis t'es plus en contrôle. T'es comme, OK, cool, puis ça prend des angles de caméra que tu verrais jamais. Il y a une exposition qui est complètement, pas abstrait, mais à l'extérieur du médium, selon moi. Mais ça inclut les in-game cutscenes où est-ce qu'il y a quelqu'un qui te parle, puis clairement c'est un moment scripté, mais comme in-game. Ça n'a pas besoin d'être une vidéo nécessairement. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de... généralement, la part des jeux vont te mettre en une position, puis t'es barré, mais tu peux quand même interagir avec le dialogue. Tu peux prendre des choix. C'est un peu plus... c'est plus interactif.
versus, c'est ça, la genre de cutscene interminable qui était comme, ah, ok, cool. J'ai appris plein de choses sur le monde, mais je sais pas si ça m'informe sur comment je vais jouer au jeu. Mais oui, tu sais, l'exemple classique, je pense, c'est Half-Life. Ils prennent jamais le contrôle du personnage. Ils te laissent faire tout. Tu sais, tous les jeux, tous les immersive sims, généralement, font ça. Là. Les jeux d'Arcane, les jeux de Looking Glass. C'est important de sentir qu'on est en contrôle. Tu sais, c'est comme... On parle souvent d'un genre de Power Fantasy dans les jeux vidéo, là. Mais c'est aussi un comme player agency fantasy. Tu veux sentir que tes actions sont à toi, il n'y a pas une main, une science qui prend le contrôle de toi puis qui te garde juste pour te dire hey, en passant dans ce royaume, il y avait telle affaire. T'es comme ah, ok. T'sais. Donc, nous, c'est un peu l'approche qu'on a pris. Mais oui, c'est tous les modes de. Tous les modes sont acceptés, c'est juste vraiment des préférences de chaque créateur. On va peut-être passer à la prochaine question. Si vous avez des réponses, vous irez voir Stéphanie, qui est très gentille. La discussion va être possible, Benoît. Ensuite, il faut y aller dans l'ordre. Oui, je me demandais, moi, je viens du domaine plus du cinéma, des effets visuels. De réussir à systématiser et à organiser un pipeline, c'est toujours une optimisation en devenir, mais il y a une valeur ajoutée qui est communément acceptée par rapport à ça. Puis là, on a vraiment, je trouvais, toutes sortes d'approches, toutes sortes d'outils qui doivent être revisités, réappréhendés à chaque fois. Ma première réaction, mon premier réflexe, ça serait de dire, il faut systématiser tout ça le plus possible pour réutiliser un pipeline. Mais je me demandais, est-ce que cette recherche technologique-là, des bons outils pour le bon jeu, est-ce que ça fait partie de quelque chose qui vient un petit peu participer à l'aspect créatif de la scénarisation? Est-ce que ça vous inspire ou est-ce qu'au contraire, c'est toujours quelque chose qui vient gêner l'élaboration de la diégèse puis de la scénarisation? Ben, je pense que c'est clair pour Marie que c'est un gros obstacle. Là. Ça, c'est... Oui, j'ai mis du temps à trouver comme le logiciel qui allait pouvoir me permettre d'exposer mon projet. Finalement, c'est Artici, mais ça reste un logiciel qui est un peu intimidant. Je me forme avec des tutoriels qui sont en anglais. Bon, c'est pas ma langue maternelle, je me débrouille bien sûr, mais bon, c'était déjà un défi, puis il y a tellement de fonctionnalités possibles. Mais après, une fois qu'on maîtrise le logiciel, il fait gagner du temps aussi pour exporter les informations dans des tableaux Excel. Et je crois que dans la dernière version de ce logiciel-là, il y a une fonctionnalité très intéressante, c'est la localisation. Qui ferait tomber des barrières pour la langue, puisque si je voulais, je ne sais pas à quel point c'est fiable parce que je ne l'ai pas encore testé, mais mon scénario, je pourrais directement le transcrire en anglais. Est-ce qu'il y a même un gros truc comme RTC, des fois tu vois un feature de l'outil puis tu dis « Oh, attends, ouais, je pourrais faire des trucs avec ça finalement », puis là ça devient un moteur qui t'inspire. Parce que c'est un outil très très cadré. Hein. Je suis en train de reprendre la question, puis il y a plein de gens qui ont la main levée, faut pas que je fasse ça. OK, on va passer à une prochaine question, puis on va essayer de donner la parole à plus de gens possible. Ouais, peut-être madame ici. Merci, les panélistes. Je m'intéressais particulièrement à... moi, j'ai l'habitude d'écrire vraiment des scénarios en jeux vidéo, vraiment narrative-driven, vraiment me pencher sur les backstories, les motivations, les thématiques, pourquoi se casser la tête à fond. Mais pour le point de vue de l'équipe de Infernax puis chez Berserk Studio, je m'intéresse aussi en général à la scénarisation du comme... vraiment le big picture, des fois, la conceptualisation de le guide moral qui devient un peu, des fois, le storytelling de pourquoi est-ce que le studio fait ce jeu-là, pourquoi est-ce que le studio fait ce choix-là, pourquoi est-ce que l'équipe veut faire ce choix-là. Puis je me demande, est-ce que vous, votre processus de création, c'est sûr qu'on a parlé de tous les compromis avec l'engin, le budget, tout ça, mais est-ce que vous, peut-être votre scénarisation ou votre storytelling vient de comme... Est-ce que c'est plus, qu'est-ce qu'on veut faire cette fois-ci comme prochain jeu? Ou comme tu disais plutôt, quel défi on veut faire? Est-ce qu'on peut saupoudrer plus d'histoire dedans cette fois-ci? Ou est-ce que ça part peut-être plus de qu'est-ce que nos fans ou qu'est-ce que nos joueurs veulent de nous? T'sais, est-ce que c'est un peu plus là, votre storytelling? C'est plus... l'aspect comme c'est flou, c'est conceptuel, mais je me demande c'est quoi votre guide moral de comme l'histoire que le studio ou le jeu raconte. Je sais pas si je me rends clair. Mais... Je pense que je comprends. Personnellement, nous autres, tous les jeux du studio sont faits par un vision holder. Cette personne-là décide on va faire ce jeu-là, je vais builder mon équipe autour, puis ça, c'est ce que je veux raconter comme histoire ou pas d'histoire du tout, si je veux. Lui, il a le contrôle créatif complet de son jeu, il va décider, si on fait un jeu narratif,
je vais me gearer avec des gens qui vont faire une histoire. Si je veux un jeu qui est plus figuratif, comme Ships and Bees, qui a une petite histoire, et c'est une histoire qui est juste racontée, lui, c'est personnel, son histoire, il va la raconter lui-même. Mais c'est director-based, essentiellement, à chaque fois. C'est pas un studio qui décide au complet, on va faire ce genre de jeu-là. C'est la personne qui tient la vision du jeu. C'est un modèle vraiment intéressant. Je pense que j'ai répondu. Oui, visuellement, parfait. Il y avait un monsieur ici, puis après ça, Pascal. Excusez, il y a une confusion. Il y a quelqu'un qui a le micro, c'est vous? OK, allez-y. OK. Donc j'avais une question pour tout le monde, mais je vais prendre en particulier l'exemple de Olivier. C'est plus technique. En fait, je me demandais, dans la production d'un jeu, en particulier le tien, tu parlais de la première année de production, il n'y avait pas de NPC, il n'y avait pas de dialogue, mais je me demandais, est-ce que vous pensiez déjà à la scénarisation, ou alors c'était simplement des mécaniques et du level design? Initialement, en fait, là, vu qu'on avait une approche plus walking sim, il y avait énormément d'histoires, c'est juste qu'elle était entièrement racontée par les objets et par ce qu'on appelle la narration environnementale. Donc, non seulement, mettons, une lettre, bon, ça raconte une histoire, mais aussi à quel point la lettre est froissée, où elle est placée dans l'environnement, c'est quoi la police d'écriture, tout ça, on racontait une histoire à travers ça. Donc, il y avait déjà un premier niveau d'histoire, puis là, à un moment donné, on a décidé, hey, on pourrait ajouter, on a un peu plus de budget qu'on pensait, on pourrait ajouter des personnages, tout ça. Donc là, on a dû rajouter, en fait, une autre couche d'histoire, en fait, qui n'était pas initialement prévue. Ça a été un beau défi. Mais il y avait quand même une histoire. À la base, en tant que studio Lobert, on est très focusé sur raconter des histoires. Donc, il y avait tout le temps une histoire, mais après ça, on aurait pu raconter cette histoire-là sans dialogue. Là. Ça fonctionnait très bien sans dialogue, mais on voulait rajouter un peu de production value, puis ça nous permet, les dialogues, de faire des trucs qu'on n'aurait pas pu faire sinon autrement. Par exemple, on a des petites mécaniques de romance là, très, très légères dans le jeu qui te permettent de romancer ton acolyte. Donc, ça nous a ouvert des nouvelles possibilités, mais il y avait déjà une histoire à la base. Peut-être Isabelle, il y avait la main levée. Non, je fais... C'est correct? OK. Les autres parlent avant. Monsieur avec le coton watté derrière un peu. Coton watté. Bonjour. Moi, c'était plutôt une question niveau organisation. Quand on écrit une narration d'un jeu vidéo, comment on fait pour s'organiser quand on est plusieurs à écrire dessus pour pas qu'il y ait de doublons ou de confusion entre les personnes qui participent? Merci. Ouais, sur Spiritfarer, on était 3 auteurs, ou 3 scénaristes, avec des pourcentages différents d'écriture. C'est pas tout le monde qui écrivait autant. Puis, généralement, pour ce projet-là, on s'est divisé les esprits. T'sais. On avait une histoire à raconter, puis on était en charge de la raconter. Mais c'est extrêmement difficile parce que tu veux écrire dans la voix d'un personnage, puis si tu es 2 ou 3 auteurs, des fois on sent qui a écrit telle ligne. Puis, Mike parlait tantôt d'un vision holder. Nous, on a un creative director qui va nous donner les grandes lignes, puis les inspirations. Un truc intéressant qu'on a fait sur Spiritfarer, c'est on a parlé à des gens de l'équipe, des gens qu'on connaissait pour nous raconter des histoires sur des gens qui ont perdu. Puis à partir de ça, on avait comme une idée générale. Puis on voulait pas nécessairement faire copier comme leur vie, puis on savait pas nécessairement la vie de cette personne-là, mais on extrapolait, on créait comme c'est un canevas, dans le fond, pour mettre nos histoires. Mais oui, si on est plusieurs à écrire un truc, on le sent, puis je pense que le joueur aussi le sent. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Je regarde ma montre. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On va prendre la dernière question.
Merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais juste une petite question par rapport à la mobilisation de tous les aspects de la création d'un jeu vidéo, puis pas juste justement la narration, le design, mais au service de l'histoire. Parce que je me pose beaucoup de questions. J'enseigne des cours de scénarisation, des cours de production de jeux, puis un problème auquel je me confronte beaucoup, c'est que souvent les designers narratifs, les scénaristes vont s'intéresser à la narration, mais la difficulté, c'est les artistes comprennent pas tout à fait leur rôle non plus dans la narration, ne sont pas intéressés. Il y a certains artistes de personnages peut-être un peu plus, mais les artistes d'environnement, par exemple, VFX. Puis un défi que je rencontre, c'est comment intéresser ces gens-là, comprendre qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'histoire d'un jeu, dans la narration. Est-ce que vous êtes confrontés à ça dans vos métiers? Est-ce que vous voyez des pistes de solutions par rapport à ça, en fait? Oui, j'en parlais tantôt de comment, initialement, puis même dans le jeu final, mais particulièrement au début, on racontait l'histoire beaucoup à travers les objets, puis à quel point ils étaient froissés ou pas, la police d'écriture, tout ça. Ça, c'est un travail de storytelling qui est fait en bonne partie par le département artistique. Donc, j'ai pas vraiment de solution autre que, comme nous autres, on faisait des meetings avec le département artistique fréquemment pour communiquer. OK, on a ce nouvel asset-là à faire, puis on prenait le temps ensemble. Tu sais, des fois, ça faisait beaucoup de meetings, mais je pense que ça valait la peine parce qu'on s'assurait qu'ils n'allaient pas juste faire leur petit asset dans un coin, puis que vraiment, ils étaient au courant de tout ce qu'on essaie de communiquer par cet asset-là, qui est comme les personnages, la personne qui aimait est morte, puis là, telle affaire est arrivée, telle affaire, puis après ça, on prenait des décisions ensemble, puis moi, j'arrivais avec des idées de comme ce que j'avais en tête pour l'asset selon l'historique du personnage, mais après ça, en communiquant l'histoire que j'essaie de raconter, pas juste arriver avec ma shopping list, mais en communiquant ce que j'essaie de raconter. Après ça, les artistes arrivaient avec des idées que moi, j'aurais jamais pensé, puis on pourrait faire telle affaire, puis on devient excité. Puis là, tout le monde dans l'équipe, de cette façon-là, devient un storyteller, pas juste les writers. Donc. Ouais, puis moi, mon expérience, ça a été souvent, tout le monde a des idées, tout le monde a des mauvaises et bonnes idées. Et puis, quand on crée quelque chose, c'est l'ultime collaboration, qui est, selon moi, le jeu vidéo, aussi le cinéma, c'est pas juste une personne. Puis on a, il faut un peu défaire le mythe de l'auteur là, en jeu vidéo. Là, c'est beaucoup de gens qui créent. Nous, je pense qu'on fait toute partie de petits studios. Donc, pour moi, ça serait impossible de juste dans mon coin faire mon truc, puis donner un cahier de charge, puis dire comme on fait ça. Hein? Nos artistes sont incroyablement talentueux. C'est des gens que j'admire. Je ne pourrais pas faire des jeux sans eux. Et puis, je ne pourrais pas écrire sans eux. T'sais. J'ai besoin de leur rapport. J'ai besoin de qu'est-ce qu'ils vont faire sur la production. Donc, ça fait juste renchérir puis donner une nouvelle perspective sur les mots, ultimement, qui sont, je veux dire, très cheap à faire. T'sais. C'est comme écrire sur une page, c'est pas coûteux, mais faire de l'art qui supporte qu'est-ce que j'ai écrit, ça, c'est plus coûteux. C'est beaucoup plus de temps pour quelqu'un. Sur ces mots de la fin qui nous rappellent que... Non, je ne veux pas rentrer. On va remercier nos panélistes.